Mes camarades, comme vous l'avez remarqué, notre production évolue. Telle est la question, la première. L'ancienne formule avec les nouveaux sujets. Je tiens à vous remercier pour cette première. Et vous en êtes aujourd'hui, grâce et par la chaîne Twitch, en partie les co-réalisateurs parce que c'est vous qui soutenez cette production. Et surtout de répondre à vos questions. Si vous souhaitez que nous fassions plus de contenu différent. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé 4000 milliards de dollars pour rien. A-t-on le choix de dire autre chose que la vérité ? Ils ont un peu trahi les électeurs sur le Brexit. C'est un argument antidémocratique total. Il y a plusieurs cercles de pouvoir. Nous allons défendre l'idée de nation. Eh bien, il va falloir nous y aider. Rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. Donc, Je vous y attends, je vous en remercie. À bientôt. Donc on va commencer par la politique intérieure avec l'audition à l'Assemblée nationale en tant qu'ancien ministre de l'économie d'Arnaud Montebourg, qui a eu des mots assez forts sur lesquels vous allez pouvoir rebondir. Il a parlé notamment d'une trahison. Et on a perdu. De la trahison de la France à 10 à 15 millions d'euros. Ce qui, quand on connaît les montants oligarchiques, est l'équivalent d'une passe en roulotte de chantier. C'est minable. C'est minable. Quand vous regardez par exemple les Panama Papers, etc., les montants, et l'élite française, c'est 10 millions. C'est-à-dire ce que, je ne sais pas, enfin c'est du niveau, c'est de ce que doit gagner Nakamura en un an, quoi. Enfin c'est dramatique. C'est dramatique. Pour 10 millions, 10 millions pour nous, gens normaux, c'est énorme. Mais à l'ère oligarchique, c'est hors du commun, de médiocrité, si vous voulez. C'est une passe en roulotte de chantier. Prenez un exemple. Quand une toute petite banque, qui était Wachol, avait blanchi l'argent de la drogue, elle avait blanchi 1,5 milliard. Vous voyez, tout de suite, on est dans autre chose, on est dans un autre monde. 10 millions d'euros. Voilà ce que vaut le fait de mettre son peuple en danger. Vous savez ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle l'émir du Qatar, qui un jour, face à Pierre Péan, l'immense Pierre Péan, dont l'ombre nous accompagne et j'espère nous accompagnera encore longtemps, ce vrai journaliste, lui, il était ni pute ni chômeur, et on va voir l'émir du Qatar. Cette phrase a été inscrite dans l'ouvrage de Péan sur le Qatar. Elle est d'ailleurs dans le premier chapitre. Nicolas Sarkozy n'a jamais attaqué le groupe Fayard pour ça. Jamais. Et l'émir du Qatar dit à Péan, « Oh, Sarkozy me bat froid. Oh, et dire que j'ai payé son divorce. Pardon. Pardon. » Vous voyez ce que c'est le... Et ça... Les anciens hauts fonctionnaires et les hommes politiques, vu que ce ne sont pas des hommes d'État, français ont une réputation de gagne petit dans la corruption qui est internationale. Alors je sais, je ne me fais pas d'illusions sur la nature humaine, vous savez. Aucune, loin de là, et surtout pas en ce moment. Frédéric II de Prusse disait « Un homme politique incorruptible ». Il est plus cher que les autres, donc. Mais néanmoins, il y a eu des grands hommes qui ont méprisé l'argent. J'invite n'importe qui à lire l'épisode de l'ouverture du testament du général de Gaulle. Des obligations d'État, 10 000 francs. 10 000 francs de l'époque. Ce qui doit faire dans les... en parité, ça doit faire peut-être aller au maximum 15 000 euros d'aujourd'hui. Pour un homme qui a été auteur à succès, chef d'État, général d'armée, bon, si vous voulez, une ancienne brasserie achetée en viager. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai rien contre
je n'ai rien contre contre le fait que des hommes politiques manient de l'argent pour l'État et soient correctement rémunérés pour tel. Moi, prenez le cas de Pasqua. Pasqua, le juge Alphen, aujourd'hui député, qui fut député macroniste, hein, Éric Alphen ne s'est jamais déshonoré, hein, contrairement à ce que je lis parfois, et c'est horrifiant de lire ça. Éric Alphen ne s'est jamais déshonoré, Éric Alphen n'a jamais eu aucun honneur, donc il n'a jamais eu à le perdre. Donc, et après avoir persécuté Pasqua jusqu'au désespoir, Pasqua avait vécu quand même le drame intime de la mort de son fils à cause en partie de ses persécutions. Le brave Alphen dira « Je n'ai jamais pu démontrer une seule volonté d'enrichissement personnel chez Pasqua. » Et pourtant, il avait été mandaté par Monsieur de Villepin, entre autres. Vous savez, Galuzzo de Villepin, ce nom de canasson dans la 5e à Auteuil. Et ils n'ont jamais arrivé à prouver pour une raison, c'est que ça n'a jamais existé. Pasqua a fait des affaires, nul ne le nie. Mais vous voyez ce qu'est la différence entre un pirate et un corsaire. Pasqua était un corsaire. C'est un homme qui maniait beaucoup d'argent pour le compte de l'État. Et parfois, les affaires d'État sont des affaires d'hommes qui se salissent les mains. C'est comme ça. Alors qu'aujourd'hui, prenons Monsieur Cron, dont la responsabilité dans la vente d'Alstom n'est plus à démontrer. Monsieur Cron, qui je crois s'est acheté un luxueux appartement en Asie orientale, pourquoi prendre... Il ne veut pas rester à Paris, c'est dommage. Si on accepte les rats, c'est une ville merveilleuse. Pourquoi donc cette volonté soudaine de débarrasser le plancher? La crainte d'être retenu, peut-être. Prenez le cas de Monsieur Cron. Monsieur Cron, qui a participé à donner un Français d'Alstom, hein, qui a été soutenu uniquement d'ailleurs par des réseaux gaullistes ou néo-gaullistes, hein, qui était Monsieur Pierucci, qui a témoigné à de multiples reprises, dont entre autres sur beaucoup de chaînes YouTube. Monsieur Cron est un gagne petit de ce type d'acte. D'ailleurs, Monsieur Montebourg, qui avait une rancœur et une haine personnelle pour Monsieur Cron, a raison d'ailleurs, vu que Monsieur Montebourg, je vous le rappelle, était ministre au moment d'Alstom. Il est l'un des hommes qu'il vise dans les 10 à 15 millions. Alors vous me direz, comment réagit-on à la corruption? Alors, si vous voulez, il y a deux questions à se poser pour nous. Pourquoi des hommes trahissent-ils la France? Et deux, comment devons-nous les châtier? Et pour ça, il faut faire des exemples. Et ça tombe bien, parce qu'il y a des hommes qui ont des têtes d'exemples. Ça qui est bien. La première question, vous savez, c'est drôle, c'est l'un de mes sujets d'insomnie les plus permanents. Pourquoi la France a une telle facilité à créer des traîtres? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Vous savez, pour quelqu'un qui à la base est en partie historien, ce qui est mon cas, c'est quand même un questionnement extraordinairement douloureux et nécessaire et omniprésent. D'autres pays ont connu des épreuves aussi terribles, voire plus terribles que les nôtres, ils n'ont pas autant de traîtres. On va prendre notre ancienne colonie qui a si bien tourné depuis le Brexit, l'Angleterre. Il y a des patriotes en Grande-Bretagne. Il y a des patriotes en Grande-Bretagne. Et au plus haut niveau, il y a des patriotes en Grande-Bretagne. Il y a des traîtres en Grande-Bretagne. Mais nous... Et le pire, en plus, c'est que nous, on a des traîtres dans l'opposition contrôlée, on a des traîtres au pouvoir, enfin, grosso modo, on a quasiment que ça. Enfin, regarde, les nationalismes des pays latins
que l'Espagne et l'Italie sont dans des situations un peu parallèles que nous, mais ça s'explique beaucoup plus, Nicolas Klein en parlerait beaucoup plus savamment que moi, par un traumatisme espagnol dans un cas et par l'occupation toujours actuelle de l'Italie par, entre autres, les Américains. Je vous rappelle que l'arme goth n'a jamais cessé en Italie. Il a cessé officiellement quelques années après la guerre, mais objectivement, l'Italie est toujours sous occupation américaine. Il suffit de voir sa vie politique, etc. Vous voyez ? Bon. Et les nationalismes de ces deux grandes puissances latines ont été bousillés, entre autres, par des idées venues de la droite ancienne ou nouvelle française. Bon. C'est-à-dire que nous, même dans les rangs de gens qui devraient être nationalistes, nous avons des agents étrangers. Et ce, depuis l'époque monarchique. Je reprends la théorie henningerienne, vu qu'elle est de mon camarade Laurent Henninger, je reprends cette théorie du parti espagnol. La France étant une nation subtile, politique, d'allégeance, elle n'a pas, entre guillemets, l'encamaradement forcé de l'ethnisme. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Vous voyez ? Alors que dans les nations ethniques, de toute façon, alors il y a des traîtres, je peux vous assurer. Je vous rappelle qu'une partie de l'Allemagne en a vendu une autre pendant 50 ans au service de la Stasi. Donc la nation ethnique, ça fait pas des frères. Mais ça vous met dans un moule d'opposition à l'autre. Parce que le problème, si vous voulez, c'est comme nous sommes une nation d'allégeance, c'est ce qui fait de nous aussi des gens qui ont voulu être tellement riches en monde. Si vous voulez. Parce que comme nous sommes ce que nous sommes parce que nous y avons consenti, nous savons qu'il y a eux et qu'il y a nous, mais on n'est pas dans, mais nous on est dans un rapport, c'est ce qui nous a permis l'universalisme français, on est dans un rapport d'affirmation de soi, plus que de haine d'autrui. Vous voyez ce que je veux dire ? Notre nationalisme est né de ça. Nos amis britanniques, eux, sont aussi une nation qui s'est fait surtout par l'affirmation plus que par la haine, ou par la colère, mais eux, ils ont maintenu un ethno-différentialisme strict parce que c'était le prix de l'Empire pour eux, et le prix de leur survie comme singularité, comme singularité, ce qui est plus facile comme conscience de la singularité quand on est insulaire. C'est plus facile de se croire unique quand on est une île. Bon. Mais eux, ils ont maintenu cet ethno-différentialisme-là, ce qui fait qu'ils ne sont pas dans l'agressivité vis-à-vis de l'autre. Alors que vous avez des nations qui se sont faites par le refus de l'autre. Vous voyez Fichte, Discours à la nation allemande, c'est avant tout un manuel de haine de la France. Si les Français portent des chaussures, on portera des chaussettes. Vous voyez, vous voyez l'hymne algérien aujourd'hui, c'est un hymne de haine contre la France, mais qu'est-ce que ça dit de l'Algérie ? Pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des nations qui naissent par l'opposition et qui souvent en font des pathologies. Vous voyez ? Nous, non. Le problème, c'est que comme nous n'avons pas cet encamaradement forcé de l'ethnisme qui se caractérise par un rapport tribal à l'autre, eh bien, on s'ouvre plus facilement aux autres et on se défait plus facilement des nôtres. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. J'espère. Et malheureusement, c'est pour ça que chez nous, la citoyenneté passe par le civisme et l'éducation. Vous voyez ? Chez nous, le patriotisme, le nationalisme doit faire partie intégrante de la formation de l'enfant. Parce que nous, on n'a jamais eu si vous voulez, d'éruption de haine incontrôlable. Chez nous, on n'a pas de culture du pogrom, on n'a pas tout ça. Il y a des peuples qui ont ça.
Les Polonais ont ça, les Allemands ont ça. Voilà. Ils ont leurs traîtres aussi. Mais leurs traîtres sont moins visibles et eux, généralement, c'est des traîtres par la corruption sonnante et trébuchante, si vous voulez, la corruption vulgaire. Alors que chez les nôtres, il y a un aspect idéologique. Premièrement, vous avez ce fait d'allégeance. Deuxièmement, vous avez, dans le cas français, il ne faut pas oublier que les États se déployant face à des systèmes féodaux, vous avez parfois des restes de féodalité qui restent dans les États. En Italie, ça s'appelle la mafia. Au Japon, ça s'appelle les yakuza. En France, vous avez une part de traîtres qui nourrissent leur trahison non pas de sentiments régionalistes, tout le monde aime ces petites patries. Moi, je connais toutes les pierres de mon village. Mais d'une conscience de la petite patrie qui se caractérise par avant tout une opposition une opposition fratricide. Quand vous voyez les bêtises qu'on raconte à l'université de Corté ou quand vous voyez certains mouvements identitaires régionalistes, moi, un de leurs chefs m'avait dit un jour, il m'avait interrogé sur mon métier d'éditeur. Il m'a dit, pourquoi on fait plus de livres pour enfants en France? J'ai dit, tout simplement parce que c'est les livres comme ils sont illustrés qui coûtent le plus cher. Donc on les a envoyés faire en Asie. Il dit, et là il a cette phrase que j'oublierai jamais, qui est d'un triomphe de Beaufry absolument extraordinaire. Alors lui, c'est un des chefs de l'ethnisme breton. Il m'a dit, oui, mais peu importe que les Français aient plus de boulot, à une condition, c'est que ce soit des Polonais qui aient le boulot, et pas des... et là, il employait un terme raciste pour les Asiatiques. J'ai arrêté la conversation là parce que le personnage m'ennuyait déjà profondément. Absolument profondément. Bon. Donc, je pense qu'il y a ça. Il y a ces reliquats pré-étatiques qui cherchent par ressentiment à se venger de la France. Et ça se voyait, par exemple, rappelez-vous, dans le lobby breton à TF1, vous voyez, qui était content de vendre de la merde parce qu'ils habillaient ça d'un sentiment régional, alors que la Bretagne est trop belle pour ces gens-là, si vous voulez. Enfin, si la Bretagne, elle a créé le cheval d'orgueil. C'est quand même autre chose que le lait et moujotte, quoi. C'est quand même des gens dont les créations les plus artistiques étaient les cordiers jugés flics. Bon, on a les Martin Scorsese qu'on peut. Donc, vous voyez, vous avez ça, et vous avez le fait d'allégeance. Parce qu'il y a des gens, et je le vois dans le conflit ukrainien actuel, on en reparlera, il y a des gens qui ont besoin, si vous voulez, d'une identité sous forme de magma. Et donc, comme ils ont honte d'être français, ils s'imaginent américains. Vous avez même des mecs qui s'imaginent être polonais, pour vous dire l'état de décrépitude. Et ou qui s'imaginent être ukrainiens, être ce que vous voulez. Et ils plongent dans dans ce que Régis Debray appelle l'emprise. L'emprise, c'est le plus haut cas d'aliénation intellectuelle de quelqu'un. C'est-à-dire quand vous prenez, quand vous faites passer vos besoins, vos envies, vos rêves et vos penchants, dirait-on philosophiquement, quand vous les changez pour avoir ceux de l'autre, ceux du dominant. C'est le colonialisme le plus achevé. C'est-à-dire que vous voulez, et vous avez beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sont... Jean Monnet était comme ça. Régis Debray dit que c'est un gallo-ricain. C'est très vrai. Parce que l'américanisme étant une religion qui peut s'acquérir très vite, si vous voulez. C'est un peu comme une conversion à l'islam, quoi. C'est une shahada et 2 témoins. Si vous voulez devenir américain, c'est très facile. Vous pouvez le faire d'ailleurs sans maîtriser la langue, etc. Voyez. Alors que devenir français, c'est long. C'est lesté. C'est un peu l'équivalent de conversion au catholicisme. Vous avez 1 à 2 ans de catéchumène. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors qu'aujourd'hui, on veut des identités faciles à porter. Et donc, on se met dans le rang dominant. Vous voyez? Et donc, on trahit. Ce sont c'est des bouteilles jetées à la mer, hein, ce que je fais, parce que nul n'épuisera ce sujet-là. Mais il faut que nous soyons conscients que chez nous, la trahison doit se payer, et se payer très durement. Parce que il y a comment dire? Parce que la France est une nation tellement aimable qu'on ne peut pas l'aimer d'un amour forcé. C'est ça le problème. Il y a des nations que les gens, quand vous vivez avec eux, ils n'aiment pas leur pays, mais ils sont contraints d'être déférents à l'égard de leur pays parce que la pression sociale les briserait sinon. Moi j'en ai vu des pays comme ça, j'ai vécu d'ailleurs pour certains. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que la France, c'est autre chose. Alors la question c'est si, vu ce que nous sommes, nous devons être impitoyables aux traîtres et aux vrais traîtres. Je rappelle que la trahison, il peut y avoir une ambiguïté dans la trahison. Flavius Joseph trahit les Juifs, mais sauve le judaïsme. Sans Judas, pas le Christ. Vous voyez? Sans Iago, Iago est le personnage central d'Othello. Vous voyez? Donc il y a des traîtres séminaux, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les éliminer après. Mais c'est pas le cas des nôtres. Les nôtres ne trahissent pas la France pour quelque chose de mieux. Ils trahissent la France généralement pour des raisons extrêmement personnelles, de corruption bête et méchante, d'avilissement personnel, de haine. Je me rappelle Monsieur Romain Goupil, un personnage dont je parle peu parce que je le méprise tellement que ça me donne des aftes. Or, Romain Goupil, qui, je vous le rappelle, n'est connu que pour une seule chose, c'est d'avoir fait ce film Mourir à 20 ans, où il a quasiment filmé l'agonie de son meilleur ami jusqu'à son suicide. Il faut que ce film existe pour que mon copain survive à cette mort, à ce suicide. Donc la seule chose que je vais faire, la seule préoccupation, c'est une fois le film terminé, le montrer à sa mère et son frangin. Bon, classe. Et ce personnage, un jour, avait insulté André Berkoff à la télévision, vous vous en rappelez peut-être. Et un jour, il avait dit à Éric Zemmour, « Nous avons peut-être échoué. » Alors nous, c'est nous les gauchistes, mais la France est foutue. C'était l'honneur de la vie de M. Goupil, on a les honneurs qu'on peut. Et la question c'est comment mettre ces gens sous la dextre de l'État et comment les briser sous la dextre de l'État. Bah là, il n'y a pas 40 choses. Vous avez bien sûr le titre 4 du Code pénal sur l'atteinte aux biens fondamentaux de la nation. Monsieur Sarkozy a fait une grosse erreur, j'allais dire une grande erreur. Le problème, c'est qu'on associe grande à Sarkozy, on perd de la cohérence de propos. Et parce que, si vous voulez, la haute trahison est consubstantielle au fait d'État. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez interdire qu'on châtie la haute trahison. La seule chose que vous allez changer, c'est qu'ils ne seront pas pendus suite à un jugement, ils seront pendus par la foule à un arbre. Vous voyez, c'est comme de faire une loi, j'interdis la grève. Vous voyez? Et alors, si les gens arrêtent de bosser, tu fais quoi? Vous voyez? De liquider des lois ou d'en écrire pour se rassurer comme on prend des anxiolytiques ou des calmants est une incompréhension profonde de la science juridique. Or, on peut briser et effacer la haute trahison, elle est dans le cœur des hommes. La preuve, interrogez les Français dans la rue, qu'est-ce qu'ils entendent? Quel est le bruit sourd que vous entendez maintenant en longueur de manif? Traître. Problématique, hein? Et là, pour le coup,
je le dis sincèrement, on me reproche souvent d'utiliser cette phrase parce qu'on la trouve trop dure, et au passage, cette phrase, certes, vient du judaïsme antique, mais en réalité, elle vient du monde antique, quand je dis ni pardon ni oubli. Mon modèle là-dedans, c'est Golda Meir. Vous savez, Golda Meir, cette femme extraordinaire qui était Premier ministre israélienne, qui faisait le conseil des ministres dans sa cuisine, et qui disait à qui voulait l'entendre qu'elle était le seul homme de son gouvernement. Pendant que Golda Meir règne, il y a l'attentat des JO de Munich, dont vous vous rappelez peut-être, où plusieurs athlètes israéliens sont assassinés par des Palestiniens. Golda Meir va créer un corps d'élite qu'on appelle la halbarde, et leur dira « Vous n'aurez plus de vie tant que ces hommes vivront ». Et les hommes de la halbarde les hommes et les femmes de la halbarde vont se lancer, et d'ailleurs certains doivent encore être en service, se sont lancés à la poursuite de ces Palestiniens, en ont tué plusieurs d'ailleurs, et le service de la halbarde ne sera fini que quand le dernier terroriste palestinien aura été trouvé et tué. Je ne prends pas position pour les uns ou pour les autres, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est comme ça que parfois un État doit traquer ses ennemis. C'est-à-dire, certains de ces hommes devront le payer de l'emprisonnement peut-être, et ceux qui auront fui à l'étranger doivent savoir que se planquer, c'est de la merde, ça arrête pas les balles. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait de la peine d'avoir à dire ça, mais ce sont des actes trop graves. Des milliers de vies ont été détruites. Ils sont allés trop loin. Donc, à un moment, il faut passer à la caisse. Et je crains que pour certains, ça doive se faire physiquement. Je viens de terminer le livre de Marcel Aimé, Uranus, et ça m'a quand même rappelé, donc c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, avec les gens qui se font un peu justice eux-mêmes et chacun décide qui a été résistant, qui ne l'a pas été. Et ça rappelle quand même que certes il faudra punir, mais il faudra bien définir le cadre de la trahison, parce que sinon ça peut finir très très mal. Mais c'est magnifiquement dit, ma chère. Et c'est pour ça que, si vous voulez, rappelez-vous la phrase de Danton. Soyons terribles, ça évitera au peuple de l'être. C'est pas des pères de famille qui assument déjà, qui portent déjà, et des mères de famille qui portent déjà tout le pays sur leur dos, de faire ce travail-là. C'est un travail qui doit être fait professionnellement, par un corps de professionnels. Et vous voyez, quand l'État renonce à punir la racaille, ou quand l'État renonce à châtier les traîtres, après, c'est les pères de famille qui doivent le faire. Nous avons créé en partie les États pour que les braves gens puissent déléguer leur violence d'autodéfense et n'aient jamais à avoir de sang sur les mains. Rappelez-vous, c'est la première phrase de Rio Tsaba, Nicky Larson. Pour ce genre de choses, il existe des gens comme moi. À une époque, il était certain que quand vous étiez dans le grand service de l'État, vous étiez aussi là pour vous salir les mains. Parce que l'État, comme il est le prédateur des prédateurs, la racaille, les traîtres, les machins, enfin, les gens qui font du mal aux faibles, qui attaquent la dignité des faibles, il est évident, c'est pour ça que l'État est le plus froid des monstres froids, ce qui est une phrase véridique, mais idiote. Parce que justement, l'État doit faire ça. Sinon, c'est des pères de famille qui le font. Et le pire, c'est qu'en plus, en France, généralement, parce qu'il ne faut pas oublier que Marcel Aimé est un auteur qui a toujours eu de la tendresse pour certains auteurs, pour certains de ses proches qui étaient collabos. Quand on voit ce qui était la réalité ce qui était la réalité de l'épuration en France, à vrai dire, c'est peanuts. Je vous rappelle qu'en termes de nombre et de pourcentage, on a fait moins que la Belgique. Je vous le rappelle. Et je vous rappelle cette loi sacrée. Si on fait quelque chose moins bien que la Belgique en politique, je dis pas en vélo, je dis en politique, c'est qu'on a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, c'est à l'État de le faire.
moi, à titre personnel, je ne veux pas que ce soit des braves gens, parce que si vous voulez, quand on connaît, moi c'est le cas de plusieurs de mes camarades qui ont été dans certains types de services, si vous voulez, et qui ont, pour la France, pris des vies, il ne faut pas que cette charge tombe à des pères de famille. Si vous voulez, il y a des hommes pour faire ça. Point. Donc le pire, c'est que je suis vraiment désolé. Mais si nous ne châtions pas des crimes de cette gravité, avec les conséquences humaines de milliers, de dizaines de milliers de gens dont la vie a été détruite, peut-être des millions, par exemple, prenez le cas du sabotage, parce que c'est du sabotage de notre parc électronucléaire, des millions de gens vont le payer, ça. Eh bien, face à ça, il faut passer à la caisse, sinon, nous perdrons toute cohérence de notre système pénal. Car si on ne punit plus les crimes les plus graves, c'est toute la chaîne de commandement qui s'effondrera et qui s'effondre déjà. Malheureusement, un État doit savoir, si vous voulez, la grâce de l'État, qui était, vous savez, le droit de grâce, qui est un pardon d'État, c'était pour de petites choses. Sur les grandes choses, l'État n'a jamais à pardonner. L'indulgence est un fait riche et nous sommes pauvres. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.